Bienvenue au podcast Ton idée. Là où l'on parle de l'idée que tu te fais de ton identité. Cet épisode de podcast est sponsorisé par CIS Leadership. Une entreprise fondée et créée par Pierre Bergeron. C'est qui Pierre Bergeron? Hey, saviez-vous que c'est mon mentor, C'est mon ton coach? C'est ton mentor et ton coach. Oui, écoute, c'est un être humain formidable qui m'aide en fait à trouver ma destinée, à trouver mon style de leadership, puis à vraiment trouver et clarifier ma mission de vie. Écoute, il a même aidé à mettre sur pied Identité 103, t'imagines? C'est vrai, ça, on va être éternellement reconnaissant envers Pierre Bergeron. Mais savez-vous que c'est pas seulement un être extraordinaire? Tu peux aussi aller sur son site web et il offre plusieurs coachings et formations en ligne qui sont à venir, mais aussi en présentiel. Tu peux le faire venir chez toi pour un coaching avec ton équipe de travail, par exemple. C'est vraiment, vraiment cool et pertinent. Mais savais-tu aussi, André, qu'il a un blog auquel tu peux t'abonner? Je suis abonnée! Moi aussi, je suis abonnée. Un blog vraiment pertinent où tu peux recevoir plein de conseils. Ça peut être des choses qui vont te motiver sur le leadership, sur le développement personnel, pour développer ton potentiel, développer ton équipe de travail. Il y a plein de trucs, plein d'idées, plein d'astuces pour aller un petit peu plus loin. En tout cas, tu peux aller visiter son site web. André, c'est quoi le site web? Au cisleadership.com pour en savoir plus. Hey, André, sais-tu qui qu'on reçoit aujourd'hui? Non, c'est qui, Pascal? Dis-moi ça. André, fais pas semblant. Tu viens de faire l'enregistrement et que c'était stagé comme affaire. Aujourd'hui, André, on a reçu. C'est celle-là. Pierre Paradis. Ça vous dit qui est Pierre Paradis? Oui, tu le sais, parce que tu écouté le podcast. C'est un missionnaire qui a été pasteur longtemps, évangéliste. Pasteur très longtemps même. Il a été mon pasteur. Vous allez voir qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie durant le podcast. Écoutez-le jusqu'au bout. Vous allez pouvoir voir à quel point il est important pour moi, ce monsieur-là. Donc, soyez là, écoutez ça, c'est vraiment pertinent. Puis, comment un missionnaire a pu développer son identité en Jésus, comment il a rencontré Dieu au travers de la mission. C'est quoi l'identité d'un missionnaire? Donc, c'est tout ça qu'on apprend. Hey, bonne écoute, guys. Hey! Salut, Pascal! Salut, André, comment ça va? Ça va? Oui! Alors, bienvenue à tous au podcast. Attention, André, vas-y! Ton idée! Oh, t'es fancy aujourd'hui. Je suis énervée aujourd'hui parce que pour ceux qui ont vu ou ceux qui n'ont pas encore entendu, on a un invité de marque avec nous. Mm-hmm. Pas Marc l'invité, mais un invité de qualité. Oui. Et j'ai nommé le seul et unique Pierre Paradis, le missionnaire. Tu peux t'applaudir, Pierre. Ah ouais? Ouais. Non, je laisse ça aux autres. Très bien dit, très bien dit. Pierre, on est vraiment content. En tout cas, moi, je suis vraiment... Oui, je suis vraiment... Oui, Pascal, je sais. Il est comme ça un petit peu, là. Oui, il faut comprendre que Pierre, c'est... Je vais juste me vanter un petit peu que je te connais depuis... Vas-y. Je peux faire ça? Tu me le Ouais. permets? Moi, je te laisse aussi, Merci. Pascal. Pierre, c'est lui qui m'a consacré quand j'étais petite. Oh. Selon des rumeurs. J'ai aucune photo, OK. mais c'est des rumeurs. C'est pas, je sais pas si c'est pas toi qui Est-ce m'as qu'on peut baptisé. acquiescer à cette rumeur? Il s'en Je souvient pense que peut-être. oui. Je pense que oui. Pierre, il a été mon pasteur longtemps, jusqu'à ce qu'il m'abandonne. Pas l'Église, il m'a abandonné moi pour la mission. Ça se dit-tu, ça? Ça peut se dire. Ben, on s'entend que... Non, il m'a pas abandonné. Donc, il a été mon pasteur pendant longtemps, Pierre, puis t'as décidé comme ça, du jour au lendemain, pouf, de partir, toi et ton épouse, comme missionnaire en Afrique. Mais c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui, parce que le thème, c'est... l'identité d'un missionnaire. exact. Mais juste avant, Pierre, on va te laisser le micro. Peux-tu te présenter un peu? Ouais. T'es qui? Moi, je sais t'es qui. Mais Bon, t'es qui? premièrement, je ne suis pas l'unique Pierre Paradis, parce Ah, qu'il c'est y vrai, a il y en plein a de plein. Pierre Paradis célèbres, dont le député de Brome-Missisquoi. Aussi. Puis récemment, sur YouTube, j'ai vu qu'il y a un autre pasteur qui s'appelle Pierre Paradis dans la région de Gatineau. Mais c'est une épidémie. C'est un nom commun. Okay. D'ailleurs, le premier paradis à venir en Nouvelle-France s'appelait Pierre Paradis. Ah, OK, fait que là, il n'y a rien de nouveau Ouais. sur le soleil, comme ils disent. Fait que c'est ça. Je ne suis pas si unique que ça. OK, en ton genre. Ouais. Puis, une autre affaire, c'est que je te connais sûrement, ça fait plus longtemps que moi je te connais que toi tu me connais. Ah, Parce c'est que moi, je t'ai vrai. connu étant enfant. Oui, hein? Alors que tu étais bébé, je pense pas que tu me connaissais à ce moment-là. Non, puis je sais que tu nous avais déjà chicané quand on était petite parce qu'on jouait au Barbie trop fort en arrière. Ça arrivait. Puis pendant la prédication, il faisait les filles en arrière. Pendant la C'est prédication. vous, ça. Les filles en arrière. Ouais. Oui. Ouais. Alors, je suis marié depuis plusieurs années. On va fêter cette année notre 46e anniversaire de mariage. Ouais. On a 3 enfants, on a 4 petits-enfants. Wow. Et l'aîné des petits-enfants, c'est un garçon, Nathan, puis il va avoir 18 ans cette année. Et tabarouette. Donc, Je savais pas ça, on ça s'est va. mariés très jeunes.
Oui, c'est vrai, c'est ça, si on fait le calcul. Vous êtes mariée très jeune. Bon, pas moi de faire le calcul. J'avais 20 ans. Marielle avait 18. Wow. Ah, c'est Marielle est avec nous dans le studio. Là. Ouais. On la regarde à la caisse, tout ça. Elle est contente d'être mariée. Oui, ma conscience est là, va peut-être intervenir là, si je dis des choses qui ne sont pas exactes. Si tu veux parler, parle. Conscience, nous, on va être là pour toi. Exact. OK. Oui. Puis, j'ai commencé, quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai toujours voulu m'impliquer. Donc, j'ai fait toutes sortes de choses, en fait. J'ai joué la guitare, j'ai joué la basse, j'ai joué le piano. Donc, j'essayais de boucher les trous, en fait. Wow. Puis, j'ai été professeur d'école du dimanche pour les adolescents. J'ai été leader jeunesse. J'ai été évangéliste. Puis, après ça, j'ai été assistant pasteur, maintenant missionnaire. Donc, un cheminement, je pense, simplement d'obéissance à Dieu. Non? Je parlais dire un cheminement tout simplement banal comme ça. C'est pas trop banal. Beaucoup de chapeaux à porter. Combien d'années, pasteur, tu as été avant d'être missionnaire? 17 ans. Wow. 17 ans à la même église? Oui. Ça se fait comme... Puis ça a bien été. Sensiblement. Ça t'a laissé une bonne marque. Je pense que j'ai laissé des disciples. Parce que la plupart de ceux qui constituaient le noyau de l'Église sont tous encore en train de servir le Seigneur, dont toi-même, ta conscience Pascal. est en train de dire, toi aussi. Oui. Non, c'est vrai, je suis le fruit de votre ministère. Juste, on va prendre 2 secondes pour vous remercier de ça. Amen. Amen. Écoute, moi, je veux savoir comment est-ce que tu as passé de « OK, là, je suis pasteur » à genre « Dieu m'appelle à être missionnaire ». Est-ce qu'il y a eu comme quelque chose de C'est pas du jour au lendemain, comme j'ai dit à l'intro. Oui, comme je sais qu'ils t'ont pas abandonné comme ça. Là. Moi, je veux l'histoire complète. Est-ce qu'on peut m'expliquer? Oui, je peux te donner l'histoire complète en 2 minutes. 30 Notre première démarche missionnaire a été des voyages court terme. Donc, on s'était inscrit à une équipe qui devait aller en Haïti en 2002. Et la chef d'équipe était une dame de la région de la Gaspésie. Mais juste avant le départ, son père est tombé malade, donc elle n'a pas pu venir. Donc, le chef d'équipe, c'est devenu moi. Ah. Alors, j'ai amené le groupe là-bas à Port-au-Prince. On a travaillé avec le missionnaire qui est là-bas, Michel Charbonneau et Louise. Et on a fait 2 semaines là-bas. Et c'était vraiment une belle expérience qu'on a renouvelée en 2004. Donc, 2 années après, on est retourné avec une équipe. Et là, j'étais chef d'équipe officiel à ce moment-là. Mm-hmm. Et on a aimé aussi notre expérience. On a vu comment les besoins étaient très grands en dehors du Canada. Au Canada, on a tout vraiment avec la facilité, non? Et même notre conception de la pauvreté a été transformée parce que je me disais là-bas, bon, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas... C'est les choses, en fait, des choses superflues, en fait. C'est les non-besoins non essentiels. Oui, mais je me suis rendu compte que la pauvreté, c'est par exemple pas d'accès à l'eau potable, pas d'accès à des soins médicaux. Donc, toutes ces choses-là que nous, on prend pour acquis, que c'est très facile. Dans les pays de pauvres ou les pays qu'on appelle émergents, ces choses-là, c'est une question de vie ou de mort parfois même. Ouais. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas 10 $ pour consulter un médecin. Wow. Ouais. Alors, en 2006, on a fait un pas de plus. Et on est allé remplacer le missionnaire là-bas pendant 3 semaines. Et d'ailleurs, Marielle ne voulait pas aller seule avec moi. Donc, on a amené ta sœur. Oui, ma sœur Anne, elle était là. Oui, Anne était avec nous. Oui. Et vraiment, Anne paniquait un peu au début. Je m'en souviens, elle m'écrivait genre, il y a encore des coups de feu. C'était stressant. Oui. Les tarentules, les chiens, tout. Quand on est arrivé, il y avait juste Michel qui était là. Louise était déjà partie. Michel devait partir, je pense, le lendemain. Puis à un moment donné, dans la soirée, il m'a demandé « Est-ce que tu veux le 12 ou le 45? » J'ai dit « C'est quoi ça? » Ben, il dit le 12, il dit « C'est le fusil. » Puis le 45, c'est le pistolet. Ben, j'ai dit « C'est-tu possible d'en prendre aucun? » Il dit « Oui. » Mais il dit « Sache que si tu en prends un, il faut que tu saches que si tu le sors, il faut que tu l'utilises. Si tu ne l'utilises pas, ils vont l'utiliser contre toi. Oh my gosh, c'est bien stressant. Okay. Alors, j'ai dit, bon, OK, donne-moi le 45. Fait qu'il m'avait laissé une cagnotte d'argent pour les besoins du ministère. Fait que j'ai mis l'arme avec les balles puis l'argent dans un coffre qu'il m'avait prêté. Puis, il y avait une patte de lit qui manquait, donc on a mis ça pour soutenir le lit. Donc, on dormait sur le gun et sur l'argent. Et gloire à Dieu, on n'a pas eu besoin de l'utiliser. Oh, merde! Ouais. On aurait entendu parler sinon plus que ça. Oui. OK. Alors, c'était à ce moment-là qu'on a vu que peut-être Dieu nous appelait à la mission. C'est vraiment en Haïti. C'est même pas avant un moindre petit désir, une petite discussion entre toi et Marielle, ta femme. Non. C'était vraiment là que vous avez fait... mais quand même, hein?
Parce que c'est pas longtemps après que vous êtes parti en Afrique. Oui, 2006, c'est en 2007, février, qu'on a parti pour l'Afrique. Et ça a été quand même, quand je dis Joe... Marielle a dit oui, elle confirme derrière. Mais non, mais quand je dis que c'est vraiment du jour au lendemain, c'est pas une blague. C'est quasiment du jour au lendemain que vous avez décidé que votre cœur a changé. Oui. Ben, je pense que le Seigneur, souvent, nous, on dit souvent qu'on n'a pas eu des appels à aller, on a eu des appels à quitter. OK. On sentait que notre temps était fait à Boucherville et que peut-être quelqu'un d'autre pourrait amener l'Église plus loin. Alors, c'est sûr que c'était des moments très touchants. Tu me demandais dans les questions auparavant, avant qu'on soit en onde, s'il y avait des moments marquants dans ma vie. Le moment marquant, en tout cas, un des moments marquants, c'est la fête d'adieu que l'Église avait fait pour nous. Je m'en souviens. Tu t'en souviens sûrement parce que je suis tombé en sanglots incontrôlables pendant à peu près 10 minutes. Braillé. Non, mais tu sais, on voit Pierre qui braille. Tout le monde, mon père braillait, tout le monde braillait. Oui, parce que j'ai vraiment senti l'amour de l'Église qui nous relâchait vers les nations. Wow. Puis ça, c'est un élément très important. Je suis convaincu que quand l'Église d'Antioche envoyait Paul et Barnabas, il devait y avoir beaucoup de tristesse aussi dans l'Assemblée parce que Paul et Barnabas étaient appréciés. C'était des gens qui avaient un bon ministère au milieu d'eux. Mais la mission, c'est ça. La mission, c'est pas d'envoyer à l'étranger des gens qui font rien dans l'Église. C'est d'envoyer nos meilleurs éléments. Parce que c'est avec la mission que... OK, vous m'avez pas abandonné. Avec les meilleurs éléments, la mission peut bien évoluer. Wow. Ouais. Man. Je m'en souviens de ça. Moi non plus. Mais c'est plus quoi dire. Bon, je peux vous aider. Tu m'avais parlé du rôle du missionnaire. Oui, OK, on va aller dans les vraies questions. Donc, je vais vous interviewer finalement. Mais juste avant... non, dans l'émotion. Mais juste avant, pourquoi l'Afrique? Pourquoi l'Afrique? Bon, parfois, il y a des gens qui sont appelés à la mission, puis ils ont un pays. Ils ont un pays en tête. Ils ont une région en tête. Nous, on n'avait pas ni de pays ni de région. On avait un peuple. Okay. Et c'était le peuple noir. Okay. Donc, peuple noir, évidemment, ça aurait pu être Haïti, ça aurait pu être plusieurs endroits dans les Caraïbes, mais évidemment, quand on pense à peuple noir, on pense à l'Afrique. Oui. Alors, nous, quand on a eu l'appel à la mission, on nous a proposé 3 endroits. Il y avait Haïti. Qui ont proposé? C'est le les PAOC, les Assemblées de Pentecôte du Canada. Oui, parce qu'on est parti comme missionnaire, non pas indépendamment de notre mouvement. On est parti au sein de notre mouvement. Moi, j'ai été sauvé, j'ai grandi, j'ai été baptisé dans des églises, des Assemblées de Pentecôte du Canada. Donc, c'est le mouvement qu'on voulait honorer. Et on nous a proposé 3 endroits. Haïti, où déjà il y avait un missionnaire, les Charbonneaux. On nous a proposé la République démocratique du Congo, où il n'y avait pas de missionnaire des APDC, et eux, ça faisait 7 ans qu'ils priaient pour avoir un missionnaire. Oh, okay. Et on nous a proposé la Guadeloupe. Oh! Alors, tu peux voir comme un missionnaire, c'est toujours quelqu'un un peu fou. On a choisi le Congo. Ah ben c'est parfait, ça. Bon, pourquoi on a choisi le Congo? Oui. La Guadeloupe, on trouvait que ça ne ferait pas tellement sérieux d'aller dans les églises du Québec. Mon premier voyage missionnaire est en Guadeloupe, juste mentionné. Je nie pas le fait qu'ils ont des besoins. Non, je sais. Mais je trouvais que c'était un peu dur à vendre, alors que tout le monde voit la Guadeloupe comme une place de vacances. Tu vas dans les églises, tu demandes de l'argent pour aller là. Donc, dans ma tête, ça faisait un peu bizarre. Haïti, bien, le missionnaire qui était sur place faisait déjà un bon travail. C'est sûr qu'il avait besoin d'aide, mais je trouvais que l'œuvre se faisait déjà. Tandis qu'au Congo, il n'y avait personne. Et pourquoi ils demandaient un missionnaire canadien-français? C'est que souvent, eux recevaient des visiteurs du Canada par la Zambie, qui est le pays voisin. Okay. Et la Zambie, c'est un pays anglophone. Donc, tous les gens qu'ils recevaient étaient des anglophones. Et ils se demandaient comment ça se fait qu'on n'a pas de missionnaire canadien-français qui pourrait venir nous aider. Alors, quand je suis arrivé là-bas, je leur ai expliqué pourquoi ça a pris 7 ans. C'est que, premièrement, l'Église du Québec est encore jeune. On parle de 2007. Là. C'est vrai. Ça fait presque 16 ans de ça. Et qu'il y a des besoins. Je me souviens quand on est parti, nous, en février 2007, pour aller à Lubumbashi, la République démocratique du Congo, il y avait une dizaine d'églises au Québec qui n'avaient pas de pasteur. Oui, c'est une terre missionnaire à son niveau aussi. Donc, ce n'est pas de l'abondance que le Québec donne des missionnaires, c'est vraiment avec sacrifice. Wow! C'est vrai. Un peu comme l'Église d'Antioche. Ben oui. Qu'est-ce qui fait... Je te pose une question peut-être, mais qu'est-ce qui fait un missionnaire? C'est quoi... On parle d'identité ici. Que tu as besoin. Mais qu'est-ce qui fait que tu es la bonne personne pour faire de la mission? Qu'est-ce que ça prend pour être un missionnaire? Bon.
Moi, je pense que pour être missionnaire, ça prend la même chose que pour être chrétien. Ah, oui. OK. Quand le Seigneur nous appelle à le suivre comme disciple, il nous appelle à porter du fruit. Donc, être utile dans un sens. Utiliser nos dons pour faire avancer le royaume de Dieu. Alors ça, c'est la tâche de tous les chrétiens. On sait qu'étymologiquement, le mot missionnaire, ça veut dire un envoyé. C'est quelqu'un qui est envoyé avec une mission particulière à remplir. Mais dans notre cas à nous, notre désir, c'était d'être utile. Donc, on a vu que ce qu'on avait et aussi je dirais que certaines qualifications qui font en sorte que tu peux être prêt à quitter ton pays d'origine, quitter ta famille, tes amis pour aller à 15 000 km de chez vous. C'est pas tout le monde qui a ça. Ouais. Puis Dieu ne demande pas ça à tout le monde non plus. Mais nous, on s'est rendu compte qu'on avait cela et qu'on pouvait le faire. Alors, on a senti qu'on pourrait maintenant être plus utile envers les nations. Et surtout un pays qui priait depuis 7 ans pour avoir un missionnaire. Je pense qu'on a été vraiment bien accueillis. On a une bonne réception. On a été utile parmi eux. On allait là pour la formation théologique. J'étais directeur du collège biblique. Donc, on a permis même qu'ils construisent leur propre bâtiment. C'est ça, tu étais là comme pour construire un collège, c'est ça, un collège biblique? Pas au début. C'était pas le but principal, parce que le collège existait, mais dans des bâtiments loués. OK. C'était de former des leaders? C'était comme Oui, bien, dans un sens, le collège biblique, c'est un peu comme IBQ ici. On forme des leaders, on forme des pasteurs, on forme des évangélistes. Par contre, ma philosophie là-bas, c'était une chose très importante, c'est que si tu entres au collège biblique comme, admettons, évangéliste, j'aimerais que tu sortes de ta formation en tant qu'évangéliste. OK, oui. Le problématique de nos collèges bibliques, souvent, c'est que peu importe l'appel qui t'a fait entrer au collège biblique, tu ressors pasteur. Ah, okay. Alors, on est des fabriques à pasteurs. OK. Alors, ce n'est pas respecter l'appel de la personne. Ah, moi, je crois que l'appel de la personne doit être respecté. Il y en a qui sont entrés comme journalistes au collège biblique. Intéressant. Et je voulais qu'ils sortent comme journalistes, mais journalistes chrétiens. Wow. C'est la première fois que j'entends c'est beau. C'est rafraîchissant. Oui, c'est vrai. Et peut-être ça permettra à notre collège biblique d'avoir plus d'inscriptions, parce que souvent, si les gens pensent que le collège biblique, la seule sortie, c'est être pasteur, puis ils ne veulent pas être pasteur, bien, ils n'iront pas au collège biblique. C'est qu'on m'expliquait dans un autre podcast qu'on a eu, je pense, avec Nathalie Martin, je me souviens bien. Il y a tellement de manières, surtout en 2023, de faire le ministère, puis il y a tellement d'opportunités, puis tu peux juste être formé pour pas juste être pasteur. Alors, le rôle ou l'ADN d'un missionnaire, c'est d'être utile. D'être bien sûr dans la volonté de Dieu, parce que c'est ça qui te donne aussi un impact. Mais je pense que c'est le même rôle, puis le même ADN que tous les chrétiens devraient avoir, d'être utile. C'est ce que Jésus appelle, et que les apôtres appellent dans la Bible, porter du fruit. Ça, c'est être utile. Wow. Alors, le rôle d'un missionnaire, dépendamment dans quelles circonstances ou dans quel endroit il est envoyé, son utilité va être différente. Par exemple, si tu vas vers un peuple non atteint, où il n'y a pas d'église, il n'y a pas de Bible dans leur langue, il n'y a pas de témoins de Jésus-Christ dans la communauté, c'est vraiment un travail de pionnier. Tu dois tout créer, tu dois tout faire. C'est toi qui chantes, c'est toi qui prêches, c'est toi qui traduis la Bible, c'est toi qui... Donc, à moins d'avoir une équipe, ça devient assez compliqué, mais ceux qui le font, ils ont vraiment... comment je pourrais dire, une gloire incroyable qui s'accumule pour eux dans le ciel, parce que là, tu prends un peuple non atteint, puis tu l'amènes à avoir une église, puis à avoir l'Évangile dans leur contexte culturel. Ça, c'est fantastique. Mais de plus en plus, je dirais que nos missionnaires sont de deux sortes maintenant. Il y a ceux qui sont des accompagnateurs ou des partenaires, c'est-à-dire qu'on va dans des endroits où l'Église existe déjà, mais on les aide dans peut-être leurs points faibles, leurs faiblesses, les endroits où ils ont besoin d'amélioration. Et il y a aussi encore des pionniers, c'est-à-dire il y a encore environ plus de 7000 peuples non atteints dans le monde, qui représentent environ 3 milliards de personnes. Wow. Et on a besoin de pionniers, des gens qui seraient prêts à consacrer leur vie et dire, moi, je vais faire la différence dans un peuple qui ne connaît rien de Dieu, ne connaît rien de Jésus, ne connaît rien de la Bible, et je vais les amener à la foi. Wow. Ouais. Alors, c'est un défi que je lance à tous les jeunes qui nous écoutent. Si tu trouves ta vie plate, si tu trouves ta vie plate, deviens missionnaire. Elle ne sera plus plate. Non. Mais dans tout ça, on parle de servir, on parle de donner... Moi, je pose plein de questions, André. Non, c'est bon. Mais comment, toi, est-ce que tu as découvert, sûrement, tu as découvert Dieu d'une manière différente durant ton ministère? Parce que tu es passé de pasteur, tu connais Dieu, mais comment tu as découvert
le caractère de Dieu, bon, je peux parler, le caractère de Dieu dans la mission. Qu'est-ce qui t'a marqué de Dieu? Bon, je pense que quand tu deviens missionnaire ou que tu vas vers cette direction-là, comme je disais tout à l'heure, c'est dans le but d'être utile. D'ailleurs, un missionnaire qui a terminé sa tâche, en fait, devient inutile. C'est-à-dire que l'Église nationale est capable de faire tout ce que lui faisait. Okay. Alors, à ce moment-là, tu te cherches une autre place pour être utile. Donc, notre but en tant que missionnaire, c'est de devenir inutile. Mais tout en étant utile. Oui, c'est un peu paradoxal, mais c'est ça. Alors, la chose que j'ai découvert, en fait, en Dieu, c'est que Dieu, il n'y a pas de hasard avec Dieu. D'ailleurs, il y a des choses de mon enfance, de ma vie, qui sont revenues, qui ont confirmé que même quand je ne connaissais pas Dieu, Dieu me préparait pour la mission. Alors, je me suis souvenu quand j'étais jeune, peut-être 7 ans, 8 ans, je passais mon samedi avant-midi avec le catalogue Canadian Tire. Oh, le catalogue Canadian Tire. Alors, s'il y a des gens de Canadian Tire qui nous écoutent, vous pouvez subventionner cette émission. Oui, merci! Sponsor, merci d'avoir mis de la pub en plus. Et là, je prenais une feuille de papier avec un crayon, puis j'écrivais tout ce que j'aurais besoin pour faire le tour du monde en Jeep. Oh! À quel âge? 7-8 ans. Oh, wow! Ouais. Déjà le permis de conduire. Déjà, il était comme prêt. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, dans les débuts, les premiers mois au Congo, on a fait un voyage dans lequel on n'était pas du tout préparé. Et on devait avoir un chauffeur qui s'est désisté le matin même où on devait partir. Okay. Alors j'ai dit, bon, je vais y aller. Mais je n'avais jamais conduit, jamais expérimenté. Ça, c'est dans quel pays? Ça, c'est au Congo. Oui, le Congo a des routes vraiment affreuses, surtout en saison de pluie. Pire que genre la ville de Gatineau? Pas mal plus pire que ça. Pire que les nids de poules au Québec? Oui, oui. Disons que le gars qui se promène en Hummer à Montréal, il serait mieux de me donner son Hummer, je n'aurais plus besoin au Congo. Alors, avis à tous ceux qui ont un Hummer. Si vous voulez faire les donations. Oui. On peut en prendre 2, ma femme pourrait en prendre un aussi. Non, mais sans blague, on n'était pas équipés pour le voyage qui était devant nous. Donc, le trajet qui, selon notre chauffeur, bien sûr, devait prendre une journée, ça nous a pris 4 jours. Wow. Oh! Ouais. Donc, on a été embourbés, on a eu des crevaisons, on a eu même des pannes au niveau de la suspension. Mais ça, tu étais préparé au Québec parce que je sais que tes voitures te gardaient longtemps. Oui. Pour réparer des voitures. Ça, c'est sûr que ceux qui me connaissent de l'église de Boucherville me voyaient souvent le samedi après-midi en dessous de mon auto en train de réparer quelque chose. Avec des tarap, t'étais prêt pour la mission, je le savais, toutes ces années. Donc, c'est ça que Dieu m'a montré, c'est que toutes ces choses-là n'étaient pas par hasard. Souvent, nos vacances, c'était du camping. Et je veux dire, même si on avait une maison au Congo, c'était comme faire du camping dans une maison. Oui. Alors, toutes ces choses-là nous ont préparés. Donc, il y a peut-être des gens qui ont vécu des choses, une certaine préparation sans le savoir. Puis quand l'appel va venir, vous allez vous rendre compte que toutes ces choses-là vont vous être utiles. Puis de le faire en couple, justement, ta femme est là, on ne dira pas trop fort, mais je veux dire, les deux, vous étiez d'accord de partir ensemble, mais il fallait vous attendre l'un l'autre? Bon, je pense que quand Dieu appelle un couple, il l'appelle toutes les deux. Quand Dieu appelle une famille, il appelle tout le monde de la famille. C'est important pour les missionnaires qui ont des enfants ou des ados qui soient d'accord dans cette décision-là, parce que ça va créer des problèmes si ce n'est pas le cas. Alors nous, personnellement, on a préféré que nos enfants soient mariés ou casés dans la vie. Et vu qu'on s'était mariés jeunes, ça nous permettait déjà à l'âge de 49 ans, pour ma part, même déjà là, Dieu le savait, de pouvoir aller en mission sans trop se questionner sur la famille. Parce que c'est pas facile d'aller en mission avec des enfants. Souvent, ils doivent, pour leur éducation, même être exilés de leur famille. Donc, la famille est dans un pays, les enfants étudient dans un autre. Donc, c'est un peu compliqué. Puis nous, on ne voulait pas ça. Alors, c'est important que les deux soient d'accord. Nous, on était juste 2. C'était plus facile. Facile, le consentement. Qui a convaincu qui? Mais je dois avouer que j'ai dû prendre Marielle par la main puis sauter en bas de l'avion. Et tabarouette! Moi, mais j'avoue, mais courage. Là, je vais le dire, elle est courageuse. Oui, absolument. Il faut du courage parce qu'une femme, souvent, c'est plus de détails. Nous, on voit que les grandes lignes. Vous sautez dans le fond. Mais tous les détails, souvent, c'est l'épouse qui veille à ça. Donc, c'est sûr que...
son apport était important. Le Congo a reçu pas un missionnaire, 2 missionnaires. Ah, Marielle dit que le Congo a reçu pas un seul missionnaire, mais 2 missionnaires, parce que Marielle aussi, elle a fait ses lettres, puis ils sont missionnaires les deux, là, c'est pas juste Pierre le missionnaire. En fait, elle aurait pu être assise ici avec nous si on avait eu 4 micros. Absolument. Un jour, on va en avoir 4. Un jour, on aura la femme, c'est ça. on l'invitera comme femme missionnaire. Ouais. T'en es où, là, maintenant? Parce que tu me parles un peu, tu étais au Congo, je sais que tu étais en Afrique du Sud aussi. Ouais. Est-ce que tu peux me décrire un peu le portrait d'où est-ce que tu en es maintenant? Ça a été quoi tes années de missionnaire, comme missionnaire? OK. Bon. Je pense que dans le fait d'être missionnaire, c'est comme dans la vie de tout le monde, on évolue. Ouais. Alors, on a commencé avec le Congo, on était en formation théologique, on était dans une province, le Katanga, qui est une des 9 provinces, je pense, ou 11 provinces de République démocratique du Congo. Okay. Alors, on avait un impact dans cette province-là. On l'a sillonné de nord au sud, d'est en ouest, etc. On était toujours dans les églises des frères et sœurs congolais. On n'a jamais été membre d'une église internationale parce qu'on voulait vraiment être avec eux. Et ça, ils ont beaucoup apprécié. Et à partir de là, on a eu une offre qui nous a été faite d'une école de mission à laquelle nous, on avait assisté plus tard dans l'année 2007. Donc, on s'est d'abord rendu au Congo et au mois d'octobre, on est allé à Pretoria, en Afrique du Sud, pour suivre la formation de mission, exposition et transformation. C'est un missionnaire canadien qui avait débuté cette œuvre-là. Et à un moment donné, il nous a appelés pour nous demander si on serait intéressé à faire du ministère en Afrique du Sud. On a dit non, il y a tellement de travail ici à faire au Congo. Et finalement, il a réussi à nous convaincre d'aller faire un tour, d'aller voir. Parce que lui, il avait eu un appel de Dieu pour autre chose. Donc, il cherchait quelqu'un qui pouvait prendre la place. Et cette école-là a été fondée dans les années 96-97 environ. Et ça a toujours été des directeurs anglophones qui étaient là. Okay. Parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays anglophone. Oui, c'est vrai. Hein? Ouais. Par contre, depuis plusieurs années, beaucoup de francophones manifestaient le désir d'être formés pour la mission. Okay. Alors, ils se rendaient compte que d'avoir un francophone, ça serait un atout. Personne bilingue, bien sûr. Alors, en octobre 2014, septembre 2014, on est allé prendre la direction de cette école-là de mission. Okay, quand même, oui. Ouais. Et c'était drôle parce que le Seigneur nous avait sortis du Congo, mais il n'avait pas sorti les Congolais de nous parce que c'est plein de Congolais qui venaient suivre la formation. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Il n'y a rien qui arrive pour rien. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai un étudiant que j'étais là pour sa graduation au Collège biblique de Lubumbashi. C'est moi qui lui ai donné son diplôme en théologie. Et ce même étudiant est venu à Pretoria être formé pour la mission et c'est moi qui lui ai donné son certificat pour la mission. Il n'y a pas de hasard. Oui. Donc, tu vois, quand on a quitté il y a plusieurs années maintenant, en 2007, c'était d'aider et d'équiper l'Église. Ça s'est développé en aider et équiper l'Église africaine. Et là, ça se développe à équiper l'Église pour sa mission. Oui, parce que là, tu es porte-parole ou je sais pas, tête d'affiche ou nomme ce que tu veux pour un cours de mission qui s'appelle Kairos. J'en sais pas beaucoup. C'est possible de m'expliquer rapidement qu'est-ce que c'est? Oui. Disons que pendant la pandémie, comme tout le monde, on était bloqués un peu. Oui, j'avoue. Premièrement, on était bloqués en Afrique du Sud parce qu'il n'y avait plus de vol, il n'y avait plus rien pour revenir au pays. Vous étiez pris en Afrique du Sud? Ouais. C'est vrai, je m'en souviens. On devait revenir en avril 2020. Puis finalement, on est revenu juste à la mi-juillet 2020 sur un vol spécial qui nous a coûté les yeux de la tête. Là. Mais on devait revenir parce que nos visas échouaient. Notre carte de crédit échouait. Il y a plein de choses. Oui, tout venait à échéance, donc il fallait absolument qu'on revienne. Alors, on a réussi à revenir, gloire à Dieu, mais c'était vraiment pas évident de voyager pendant la pandémie. D'ailleurs, l'aéroport était fermé. Les policiers gardaient l'entrée, puis on a dû dialoguer avec eux pendant une demi-heure pour leur expliquer qu'il y avait un vol spécial qui partait de Johannesburg. Même eux ne savaient pas. Non, même eux ne voulaient pas nous laisser passer. Ils ont dû appeler leur supérieur. Et finalement, on devait avoir aussi notre billet Londres-Montréal en main pour être accepté à bord du premier appareil. Donc, gloire à Dieu, on a pu revenir. Donc, ça a été bien. Mais on savait qu'en revenant, ça serait difficile aussi de retourner parce que la pandémie a quand même duré toute l'année 2020 et les restrictions de voyage, tout ça. Donc, on était 14 mois sans pouvoir retourner là-bas. OK. Ouais. Et quand on est retourné, eh bien, c'était pour céder le ministère à l'Église sud-africaine. Okay.
Parce que nous, quand on est arrivé là-bas, on avait 2 plans, 2 choses qui nous tenaient à cœur. C'était premièrement de remettre le ministère entre les mains des Africains, vu que c'était destiné pour eux. Et deuxièmement, on voulait aussi faire une session en portugais. OK. Et ça, c'était tout un défi parce que personne parlait portugais dans mon équipe. Mais Dieu nous a amené une Québécoise qui avait déjà fait la mission au Mozambique pendant 5 ans. Wow. Elle est venue nous assister. Elle nous a amené un couple aussi missionnaire qui ont fait le Brésil, donc qui parlait couramment portugais, anglais et français. Alors, on a pu faire, je crois que c'était en 2018, notre première session portugaise à mettre. Oui, avec des gens de Mozambique et de l'Angola. OK. Fait que là, tu fais ce cours-là, Cara, c'est pour préparer les gens à la mission? Oui. En fait, c'est comme je disais, c'est pendant la pandémie, le 14 mois d'inactivité, je l'ai passé sur Zoom. À faire des cours. À faire le cours Kairos d'abord pour moi-même. OK. Ensuite, j'ai fait le cours pour devenir facilitateur. C'est facilitateur. Parce que dans le cours Kairos, il n'y a pas d'enseignant en tant que tel, on est des facilitateurs. Et j'ai suivi aussi le cours de facilitateur en chef. Et pour être facilitateur en chef, il faut que tu crées 2 cours Kairos. J'en ai créé un l'an passé, qui a très bien été. Et j'en ai créé un autre cette année dans lequel on a eu 23 participants qui ont terminé la formation. Mon papa, d'entre autres. Ouais. Donc, si ça vous intéresse, la mission d'être missionnaire au Québec, dans un autre pays, quoi que ce soit. Partout au monde. Partout dans le monde. Kairos est disponible pour une formation. C'est pas compliqué. C'est combien de temps? Bon, ça dépend. C'est 9 leçons. OK. Donc, si ça se donne en Zoom, parfois, c'est 1 leçon par semaine. OK. Et si ça se forme en format hybride, bien, il y a 6 leçons en Zoom et 3 en présentiel. OK, fait que c'est accessible facilement. Peu importe du Québec, t'es où, tout ça, tu peux le faire en Zoom. Donc, on va mettre les liens en bas de Kairos, le cours, le partager. Puis, tu es facilitateur, donc on va te faciliter la tâche en mettant les liens. Amen. Et tout. Donc, inscrivez-vous. Merci beaucoup, Pierre, pour ce podcast. C'était vraiment, moi, j'ai trouvé ça touchant et vraiment passionnant. Oui. J'en écouterais pas. Je voulais même pas parler, je voulais juste écouter. Non, c'est vrai, t'as pas beaucoup parlé, hein? Non, mais c'était intéressant. C'est pour ça. Oui, j'aimais ça. Ça veut dire que nos autres invités n'étaient pas intéressants? Oui, on sont tous intéressants. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Pierre, d'être venu dans notre podcast. On est toujours contents, en tout cas, je suis toujours contente de le voir. Puis, on se dit à la prochaine, prochain épisode. Donc, au podcast Ton idée. Oh, avec le vibrato de Pierre, le musicien. Tu sais que c'est avec la femme de Pierre j'ai appris à chanter? C'est Pierre aussi, mais plus sa femme. Merci tout le monde. Bye! À la prochaine. Bye bye.